Bienvenue tout le monde à la pause télétravail. Bonjour Martin. Salut Guillaume. Euh, L'autre jour, j'ai rencontré une dame qui m'a raconté que son mari il a 2 jours de télétravail par semaine et en fait, il est incapable de s'arrêter. Donc les journées où il télétravaille, il finit à 10 heures. Donc finalement, ça dégrade leur balance vie perso travail. Et c'est encore pire que ce que les patrons pensaient avant le Covid, puisque en fait, ça augmente la productivité des gens de télétravailler. C'est qui est quelque chose qu'on ne veut pas, nous ici. Donc, Nous ici en France. partageons. Donc, peux-tu me dire, qu'est-ce que toi tu fais pour éviter ça justement, pour vraiment avoir une coupure nette entre ta vie perso et ton travail et que ton télétravail ne déborde pas sur tes horaires. Ouais, J'accepte toute d'abord, forme de réponse. moi Pour j'ai moi, lu avoir les. des enfants, ça Pardon. règle pas mal de problèmes déjà. C'est ça, avoir une famille et une vie en dehors du boulot, en général, ça aide. Mais comme en présentiel, quoi. J'ai envie de dire, enfin, on a tous les deux bossé dans les mêmes startups. Et il y a aussi des startups quand tu t'as pas de trucs à faire après, où bah, tu vas passer ta vie dedans et travailler jusqu'à minuit parce qu'il y a un truc le lendemain ou ce genre de truc. J'ai j'ai aussi beaucoup lu que en télétravail ça arrive plus souvent. Moi perso ça m'est pas trop arrivé, mais peut-être parce que enfin je sais pas, je suis pas au même point dans ma carrière non plus qu'au moment où j'étais dans les startups et que j'avais envie de travailler jusqu'à minuit parce que il y avait une deadline que je maîtrisais pas le lendemain quoi. Mais sinon globalement les conseils que j'ai entendus et que du coup enfin je sais pas si c'est ça qui marche ou pas, mais que j'ai appliqué quand même, c'est avoir un endroit où tu télétravailles. C'est généralement une bonne idée. Genre, en général, et a priori, le faire au milieu de ton salon ou dans ta chambre, ça fait que du coup, c'est un peu mélangé avec ta vie perso et ça peut t'inciter à continuer à travailler au moment où tu devrais switcher vers ta vie perso, quoi. Donc, j'ai beaucoup entendu ça. Pareil, le fait de se préparer, enfin, tu vas prendre ta douche, t'habiller, enfin, tout ce que tu fais d'habitude le matin quand tu vas en présentiel, le fait de le faire aussi quand t'es en télétravail, a priori, ça t'aide aussi à faire cette coupure. Je sais que moi, je l'ai toujours fait parce que, je sais pas, déjà, c'est sympa pour les gens avec qui tu parles d'être propre et présentable. Mais en plus, moi, perso, je me sens pas hyper productif si je l'ai pas fait. Mais pareil, du coup, ça fait la coupure entre, c'était le matin, j'ai passé du temps avec ma fille, je l'ai déposée à l'école, et là, j'arrive au travail, et je vais dans mon bureau et je travaille, quoi. Ouais, moi, les coupures qui sont vraiment challengées pour moi, c'est celle du midi, quand on commence à avoir la pression. Euh, et donc ça, quand t'es au travail, ça t'arrive aussi au final, hein. Ouais. C'est juste que là, quand t'es chez toi, le midi, en général, t'as prévu d'autres choses que juste manger, quoi, potentiellement. Après, je sais pas comment toi Et tu fais, mais moi, perso, j'ai pas un schedule très précis de ma journée, donc je m'en fous d'avoir une vraie pause déjeuner. Et c'était déjà le cas aussi en présentiel. ah non, moi justement, le télétravail, c'est vraiment le truc qui me permet d'avoir une vie perso vraiment pleine, tu vois. Donc déjà, je travaille le temps à la place du transport, et je pense que je donne plus de temps au travail, mais enfin, mes heures, euh, mes heures où je suis à la maison, j'ai vraiment envie de faire des choses qui Ouais, sont je pas suis. contraints et forcés par le transport ou par autre chose, quoi. Donc non, le midi pour moi c'est vachement important de l'avoir parce que je suis tout seul à la maison, donc c'est vraiment un temps hyper libre pour moi. Mais Et ce du que je coup, voulais dire, j'hésite même c'est à ne pas manger le midi, comme ça je est-ce suis, que je suis sûr de pouvoir faire ce que je veux. ce que je voulais dire, c'est que est-ce que t'as Et besoin le que ce soir soit le c'est aussi midi? important. Ouais. Bah oui, parce que le soir j'ai les enfants qui rentrent, donc le maximum de liberté pour moi, c'est zéro contrainte. J'ai besoin que Ouais, ce soit le midi, mais ouais. en après-midi, par exemple, est-ce que c'est un truc qui passe pour toi? Enfin, moi, par exemple, je fais ça, tu vois. Genre le matin, je sais pas, typiquement, j'en profite pour faire des lessives, enfin, toutes les conneries que t'as pas envie de faire le week-end et que d'habitude tu fais le week-end. Mais du coup, ça veut dire que je vais peut-être prendre, je sais pas, une demi-heure le matin pour aller étendre le linge et faire une nouvelle lessive ou ce genre de truc. Mais ça va être n'importe quand, quoi. Au moment où j'ai un temps mort dans mon boulot, quoi. Alors, ça dépend, mais comme j'ai des réunions qui peuvent être tard le soir parce qu'on travaille avec des gens un peu partout dans le monde, si ça m'arrive, dans la journée, je vais faire des pauses. J'ai un gros problème pour avoir des pauses normales de la journée, genre pour les fumeurs, par exemple, la pause clope, parce que j'ai les réunions qui s'enchaînent ou des choses comme ça.
et on a du mal dans la boîte à gérer ça correctement. On peut régler, tu peux régler normalement ton calendrier pour que quand tu crées des réunions, c'est 5 minutes avant ou après, etc. Mais on a du mal à vraiment s'y tenir. Ouais. Ce qui Moi, fait que dans mon expérience, c'est pas hyper efficace, quoi. dans mon expérience, c'était pas du tout respecté. Même les, enfin, nous, on avait des créneaux spéciaux pour bloquer ton agenda et ne pas avoir de meeting mi-dedans. Mais évidemment, les gens, ils grattent toujours un peu. Donc. Mais du coup, ouais, j'essaie de faire vraiment attention le soir, de m'arrêter et de pas. Après, voilà, si t'es en couple par exemple et que ta femme, elle est celle qui s'occupe des enfants, bah, c'est facile pour le mari tu vois, de continuer à travailler alors qu'il devrait pas. Et du coup, bah, enfin, j'essaye d'empêcher ça, mais ça m'arrive quand même parfois de déborder. Ouais, ouais, je pense que ça m'est déjà arrivé aussi plusieurs fois. Mais il y a, enfin, après toi, tu fais plus de dev, mais quand tu fais du dev, il y a aussi toujours ce truc C'est encore pire. de, t'as bientôt fini un truc, t'es en train de débugger un truc et tu sais, tu sens que t'es au bout, t'as envie de finir ça, bah ouais, du coup, évidemment, en télétravail, t'es encore plus tenté de continuer ça, quoi. Et tu parlais de pause. Moi, j'ai pas de, enfin, ce que je te disais, j'ai pas de schedule de pause fixe. Et du coup, ça arrive très fréquemment que je fasse pas du tout de pause le matin ou pas du tout de pause l'après-midi, ou alors si j'en ai fait une le matin que bah, je mange devant mon PC en continuant à bosser parce que j'ai envie de finir un truc. Mais globalement, enfin je sais pas, moi ça me dérange pas et j'ai plus l'impression que je le fais parce que j'en ai plus envie et que ça me dérange pas justement. Alors qu'au boulot, t'as plus envie d'avoir ton temps social le midi et d'aller, enfin en présentiel pardon, et d'aller avec tes collègues manger quoi. Je pense que je pense que ton médecin du travail ne sera pas d'accord avec toi si tu prends pas de pause, si tu te lèves pas, si tu vas pas regarder ailleurs que sur ton écran de temps en temps. Mais je le fais pas quand je travaille pas non plus, quand je joue. Typiquement, enfin voilà, j'ai passé la matinée sur Tears of the Kingdom, mais j'ai pas arrêté ce matin, j'ai pas fait une pause au milieu pour aller regarder au loin quoi. Ouais. Mais ouais ouais, non, enfin de toute façon, je pense que globalement enfin, pour nous ingé et même toi PM, de toute façon, il y a un problème de séparation entre ta vie privée et ton boulot et de savoir à quel moment tu dois t'arrêter. Après, enfin moi perso, j'ai pas ressenti que le télétravail empirait beaucoup ça quoi. C'est d'autant plus flou qu'on a un contrat, enfin souvent pour le dev c'est RTT quoi, donc c'est, enfin pas RTT, comment on appelle ça là, Forfait jour. la journée, forfait jour. Ouais. Donc il n'y a pas non plus d'obligation d'heures quoi, il y a juste marqué dans ton contrat que tu dois te reposer 8 heures d'affilée par jour quoi. Ça dit pas quand, et ça dit pas Ouais. comment. Mais tu vois, enfin, Euh, ouais. C'est ce que je te disais, ça dépend aussi où, enfin, typiquement, je pense que quand tu commences à travailler, que t'es au tout début enfin, c'est tes premiers jobs, etc. T'as probablement un peu plus de pression, mais en plus, tu te laisses un peu plus faire là-dessus. Et du coup, bah, oui, tu fais plus d'heures mais que ce soit en présentiel ou ce que je disais au début, que ce soit en présentiel ou en télétravail, de toute façon, t'auras un peu ce problème-là. Et je pense que en seniorité, en plus d'avoir un peu plus de connaissances et d'avoir déjà fait plein d'erreurs, t'as aussi, enfin, tu sais que ça sert à rien de rusher à certains moments. Et enfin, en tout cas, tu sais à quel moment rusher normalement. Et donc, tu te laisses plus avoir autant qu'au début, quoi. ok. Mais je sais pas, dans d'autres catégories sociales et dans d'autres types de boulot, qu'est-ce que ça peut donner sur cette séparation-là. J'ai du mal à projeter ça parce que je te dis, moi, j'ai jamais eu, enfin, j'ai jamais ressenti un truc particulier là-dessus. C'est pas non plus. Donc, du coup, donc, pour ces personnes-là, donc, ça veut dire qu'il y a quand même des gens, euh, il y a quand même des gens qui n'aiment pas tant que ça le télétravail, ou en tout cas qui n'ont pas envie d'en faire tous les jours, qui aiment bien avoir que 2 jours, ou 3 jours, ou 4 jours. Pour toi, c'est quoi le vrai intérêt du télétravail? C'est quoi les atouts, les inconvénients finalement? C'est marrant parce que j'étais en train de me dire exactement ça du coup. Oui, il y a des gens qui aiment pas et je pense que même quand t'aimes, tu vois aussi les inconvénients quoi. Et typiquement moi, et du coup moi je suis en full remote, donc je j'ai pas 2 jours de présentiel. Les avantages que je vois à ça, c'est d'avoir le schedule que je veux, sachant qu'en plus, enfin pareil, dans un contexte international avec des gens qui sont pas sur les mêmes time zones que toi, il y a peu d'heures où on te demande d'être synchro avec des gens. Enfin, en tout cas, on essaye de la limiter parce que quand on le fait, bah, il y a des gens aux États-Unis qui se lèvent à 4 heures du matin et Et, normalement, ta et, et boîte du est pas coup, censée favoriser ça, quoi. et du coup, si t'allais au bureau, de toute façon, tu serais en train de téléphoner à des gens plutôt que de leur parler directement. Oui.
Mais du coup, le fait de pas avoir de schedule et d'être chez toi, ça fait que bah, tous les trucs qui te polluent ton week-end et ton temps libre, tu vas les faire sur des micro-pauses de la journée. Enfin, typiquement, j'en ai parlé avant, mais moi, j'en profite pour faire la lessive, pour faire un peu de ménage, ce genre de trucs, au moment où j'ai des pauses ou pendant la pause déj, ou ce genre de trucs. En termes de loisirs aussi, enfin, typiquement, moi, j'ai déjà dit, il y a certains jours où j'ai bloqué des créneaux pour ma pause déjeuner. Bon, des fois, ils sont pas respectés, mais quand ils sont respectés, ça m'arrive d'aller faire 2 heures de vélo plutôt que de déjeuner. Et du coup, ça me permet de faire des grandes sorties à vélo que en présentiel, typiquement, je pourrais pas me permettre de faire, quoi. Enfin, ça dépend où tu bosses, mais enfin, celles que je fais, je pourrais pas les faire, quoi. Mais en termes d'inconvénients, clairement, bah, le télétravail pur, enfin, les inconvénients purs du télétravail, c'est clairement pour moi, la sociabilisation, elle devient plus difficile. Et j'ai vu une grosse différence entre les moments où, enfin, les collègues avec qui j'ai déjà eu du temps dans la vraie vie, IRL, et les collègues avec qui j'en ai jamais eu. Et bah, c'est beaucoup plus facile d'avoir un contact avec les gens que tu as déjà rencontrés, avec qui tu as déjà bu une bière ou un coca ou pris un déj et avec qui tu as déjà eu des discussions informelles que les collègues que tu as juste rencontrés en Zoom. Et même, enfin, nous, on a un système, je sais pas si vous faites ça, mais on a un système de bot Slack qui nous crée des meetings avec quelqu'un random de temps en temps, quoi, pour faire des meetings informels avec des gens avec qui tu parles pas forcément beaucoup. Et ben même ça suffit pas en fait. Déjà c'est pas la même chose parce que c'est pas informel. T'as un vrai meeting dans ton agenda, tu dois y aller. Il y a un temps qui est schedulé pour ça, etc. Et puis, enfin pour moi en plus, qui est un peu d'anxiété sociale, c'est encore plus awkward parce que je sais pas de quoi je vais parler. Et ça m'est arrivé que je tombe sur des gens qui sont pas plus à l'aise que moi et du coup ça fait un call très très awkward. Mais bref, du coup la socialisation est quand même plus difficile et il y a une grosse différence entre avoir rencontré quelqu'un en vrai et juste l'avoir rencontré en Zoom, quoi. À part ça, j'ai pas trop de. Il y a aussi des temps sociaux que tu perds, enfin des temps sociaux mais qui servent à ton boulot que tu perds et que du coup qui sont difficiles à recréer, je trouve. Mais typiquement les idées que t'as ou les discussions que t'as sur ton boulot quand tu vas à la machine à café avec tes collègues, bah C'est ça ils existent pas. la créativité ou l'imagination, quoi. Ouais. C'est Après, l'échange des fluides qui permettent d'innover, quoi. enfin, je pense qu'ils sont importants. Je suis pas sûr qu'ils soient si magiques que ça, et je pense qu'il y a des solutions pour y pallier en télétravail. Donc, je sais pas ce que toi t'en penses du coup. Enfin, toi t'es pas en full Ouais. remote, si? Si, enfin, presque. De temps en temps. Ouais. Euh, En tout cas, tu fais Justement, plus de présentiel que moi. il y a trois choses à dire là-dessus pour moi. Donc la première, c'est, on dit, si tu vas au bureau, enfin pour certains travail, si tu vas au bureau, de toute façon, ça change rien, tu vas quand même être au téléphone. J'ai l'impression que c'est encore pire quand tu vas au bureau et qu'il y a des gens qui sont eux en remote et qu'il y en a d'autres qui sont en présentiel parce que du coup, ça biaise l'information, le partage d'informations vers ceux qui sont en présentiel et ça laisse ceux qui sont en distance. Donc je pense que c'est pour les entreprises ou en tout cas pour l'équipe, gérer ça correctement, c'est vraiment compliqué. J'ai pas trop de solutions encore, mais à chaque fois qu'il y a un morceau de l'équipe qui se rencontre et l'autre qui se rencontre pas, ça crée un déficit d'information dans l'ensemble de l'équipe. Euh, donc ça, c'est plutôt vraiment point de vue, on va dire, efficacité au travail. Pour la vie perso, ça impacte pas grand-chose. Sur la partie socialisation, tu as parlé d'un Slackbot. Moi, ce que j'avais mis en place au tout début, c'était effectivement d'avoir des réunions informelles au sein d'une équipe pour partager. Mon expérience, c'est que ça dépend des collègues. Il y a des collègues avec qui, sans s'être jamais vus, juste avoir des petits moments informels, ça nous a suffi à nous entendre très très bien et avoir un vrai lien. Mais pas tous. Euh, et en effet, l'entreprise, quand elle a réuni, mais vraiment tout le monde, pour faire ses préparations et ses plannings sur plusieurs mois, on a vu que ça crée un énorme dynamisme, le fait des gens qui se rencontraient, qui s'étaient jamais vus avant, et ça a amélioré énormément la collaboration. Donc ça, pour moi, c'est un effort de l'entreprise à faire, et du coup, c'est un effort, si tout le monde est en full remote, de réunir ces gens-là une fois par Mm. trimestre, ou tous les 6 mois, ou un an, de vrai team building en fait.
Et je pense qu'après, les réunions informelles au sein des équipes, ça c'est à voir par petite équipe, et je pense que c'est aussi important de le faire quand même. Et ça aide, ça aide. Après, Mais en fait, quand tu regardes les boîtes qui font du full remote, en général, elles ont ce genre d'organisation, typiquement un ou deux ou trois meetings par an, et puis des meetings d'équipe qui sont plus petits, mais qui sont plus réguliers aussi pour faire ce genre de team building. qu'après sur le partage d'informations et sur la socialisation, enfin, un des gros obstacles que j'ai en ce moment, que j'ai du mal à résoudre, c'est il faut avoir une balance entre écrire les choses formellement, écrire les choses rapidement sur un chat, ou créer des réunions, quoi. Parce que donc la réunion visuelle, le vidéo call, je pense que c'est un aspect confortable pour beaucoup de gens qui n'ont pas l'habitude du télétravail, mais en général, l'information est beaucoup moins bien partagée ou les notes sont mal prises et la rétention d'informations qui a été partagée est très très mauvaise. Euh, et donc on peut se forcer à prendre des notes, mais prendre des notes pendant que tu parles, si t'es deux, tu vois, s'il y a personne qui est là pour écrire, en fait c'est pas très très facile non plus. Et la plupart Ouais, du il faut temps, accepter de vraiment quand tu perdre du temps. Et... partageais, des messages auraient suffi et peut-être que tu as juste besoin d'avoir un vidéo call, mais vraiment tout petit, juste pour se rassurer et vérifier qu'on est d'accord, etc. L'inverse est aussi très dur. Si tu mets en place une stratégie où tu fais vraiment que échanger des informations à l'écrit, comme tu perds le ton, si tu connais pas les personnes, parce que tu n'as jamais justement socialisé avec eux, bu une bière, échangé un café, tu sais pas à quel point il est sarcastique ou pas, et tu peux mal prendre des choses alors qu'elles ne le sont pas, quoi. Moi, je sais que quand j'ai commencé mon expérience de télétravail dans mon entreprise, je connaissais personne, et c'était tout nouveau pour moi, et j'ai mis un paquet de temps avant de savoir qui était vraiment, comment dire, agressif ou pas quand il parlait, quoi. Ou les choses qui étaient vraiment importantes ou pas. Quand quelqu'un dit ah oui, on devrait faire ça, etc. En fait, est-ce que je dois le faire maintenant? Est-ce que je dois le faire après? Je sais pas, quoi. Et donc il y a vraiment cette façon de parler là. Si les gens tu les connais pas, en fait, dans ce flux où tu parles, même à l'écrit, où tu parles à l'oral, enfin, donc c'est plus facile à l'oral parce que tu vois la personne, quoi, mais tu l'entends. Mais dans ce flux à l'écrit, si tu connais pas les personnes et que t'as pas l'habitude, c'est difficile de se retrouver sur l'intention ou les sous-entendus, quoi. Et Je ça suis prend beaucoup de d'accord. temps à rédiger des longs emails et à faire de la synchrone, mais à mon avis, pour la rétention d'informations et pour l'efficacité de la boîte, c'est un prix à payer qui est important et qu'il faut vraiment faire, quoi. Et là, je rejoins donc ce que les bouquins qui ont été écrits par pour les fondateurs de Basecamp. Moi, alors, j'ai pas vraiment, on n'a pas vraiment essayé dans notre boîte, mais les arguments que j'ai vus, en tout cas, ça me donne envie d'essayer, quoi. Je suis d'accord avec toi sur la plupart des points, je pense. Mais globalement, un truc qui me, enfin moi je trouve ça marrant, c'est que souvent c'est donné comme un désavantage du télétravail, alors qu'en fait, enfin moi j'ai bossé la majeure partie de ma carrière j'étais en présentiel évidemment, et en fait c'est des problèmes que t'as en présentiel aussi. Enfin typiquement le fait que dans les réunions on perd des informations, bah tu C'est l'as pas en physique, ouais. clairement en présentiel. Et ça arrive, enfin moi ça m'est arrivé mais des centaines de fois de devoir réexpliquer ce qu'on a déjà dit en réunion parce qu'il y a un mec qui était absent et qui d'un seul coup a un avis contraire dont on a déjà parlé et qu'on a déjà effacé quoi. Mais lui il était pas là et on a perdu cette info et personne n'a même pensé à vraiment prendre des notes ou enfin tu vois c'est pas enregistré ou quoi que ce soit. Et du coup ça fait exactement la même chose que ce qui se passe en remote quoi. Euh, Donc le truc finalement, c'est mettre je en sais pas place si des vous stratégies. Ah, pardon, mais non, du coup, juste. finalement, mettre des Vas-y, vas-y. stratégies liées au télétravail, c'est plutôt une opportunité pour résoudre ce problème, quoi. Moi, je pense que du coup, ça te fait réfléchir à ce problème-là parce que tu le vois peut-être un peu plus. Je sais pas en fait ce qui fait que, enfin, parce que en fait, t'as pas envie de faire de 5. Je pense que c'est pour ça que tu réagis plus, quoi. Mais je pense que ouais, clairement, c'est un problème que t'as aussi en présentiel. Et ce que j'allais te demander, c'est, je sais pas si vous avez essayé de faire enfin, d'enregistrer l'école. Nous, c'était la stratégie qui était faite dans mon ancienne boîte, et c'est clairement un truc. Là, en ce moment, je passe des entretiens et il y a beaucoup de gens qui me disent que c'est une de leurs façons de résoudre le problème de perte de connaissance.
Et moi, je trouve que c'est un peu du bullshit, en fait. Parce que personne ne regarde les... Non, mais à quel Si c'est pour moment... choper une Enfin, information que t'as échangée durant 10 secondes sur un call mais d'une oui, heure, c'est horrible. Tu t'as pas envie de regarder un recording d'une réunion dans lequel il y a probablement des digressions, plein de trucs qui n'ont rien à voir avec ce que tu es en train de chercher. Et en plus, tu sais probablement même pas si il y a ce que tu es en train de chercher dans la réunion. T'as pas envie de regarder ce recording. C'est... en revanche, ça me donne une idée, mais peut-être que si t'as un transcript qui est produit euh, par ton logiciel, peut-être que avoir le transcript, lui, en revanche, ça pourrait t'aider, quoi. Ouais, je pense que si c'était archivé avec un transcript et que tu pouvais faire de la recherche textuelle dedans, potentiellement ça donne un vrai intérêt à ça. Mais sinon, je trouve que c'est juste... Enfin, il y a assez peu d'intérêt à le faire, en fait. Sauf sur des trucs où c'est un exposé et où, genre, on te balance plein d'infos à la suite. Typiquement, tu sais, les updates de compagnie ou ce genre de trucs. Pourquoi pas, à la limite. Je pense que la plupart des gens vont pas les regarder et puis ils vont attendre que Alors, ça leur tombe on dessus s'il enregistre faut. les Mais... présentations, et c'est vraiment pour les gens qui sont pas là pour qu'ils puissent les Ouais, voir plus tard, quoi. mais là, ça a du sens parce que t'es censé avoir une discussion que sur, enfin, un passage d'informations que sur un sujet et Ouais, pas c'est une un discussion, monologue, quoi. quoi. C'est dans un sens, quoi. Ouais. Tu transmets une information à l'audience la plus large possible, t'enregistres pour pouvoir préserver cette information, quoi. C'est pas la même chose qu'un petit Mais 5, quoi. Donc, effectivement. pour revenir dessus, globalement, ouais, je pense que enfin, c'est inévitable, il faut plus d'écrits. Un des trucs, un des billets qu'on a, enfin, en tout cas, moi, pour l'instant, on n'est jamais sorti vraiment de ça. C'est que souvent, quand tu dis on fait tout à l'écrit, bah, ça devient des discussions à l'écrit. Mais en fait, il faut pas faire ça parce que tu as la même perte d'information à l'écrit si tu fais ça. Elle est un peu moindre parce que tu peux chercher un texte, mais idéalement, il faut faire ce qui est préconisé par Basecamp, effectivement, mais par pas mal de gens, c'est de prendre le temps, mais pas de faire du tac au tac. Je dois réagir parce que j'y ai pas pensé, mais il faut absolument que je donne ma réaction dessus. Il faut faire un vrai texte construit, une vraie réponse construite avec plusieurs lignes, enfin pas juste une phrase ou un truc. Et ça aide avec ce que tu disais sur l'absence de ton, etc. Parce que si t'as Ouais, un truc construit avec un raisonnement, c'est quand même plus facile à interpréter que si t'as juste un mec qui a réagi avec deux trois mots et puis tu te demandes si est-ce que c'est ironique, est-ce qu'il est en train de se foutre de ta gueule, est-ce que et effectivement ça arrive souvent quoi, surtout avec les gens que t'as pas rencontrés, mais même avec les gens que t'as rencontrés, des fois tu sais pas quoi. après, il faut savoir le faire aussi, hein. Mais du coup, effectivement, c'est pas un problème de médium, c'est un problème de réduire la place qu'a la conversation Ouais. euh, par rapport à la place qu'aurait un argument, un argumentaire construit ou un essai, quoi. Enfin, une exposition d'idées. Euh, Ça Et ça, moi, rejoint une conversation que j'ai eue avec un autre manager il y a récemment, qui disait ça sert à rien de déranger les gens pour des idées, c'est vraiment une mauvaise idée, c'est vraiment une mauvaise pratique. De dire ah tiens j'ai une idée, vas-y je vais créer une réunion, je vais le partager avec les autres. En fait il vaut beaucoup mieux la garder pour soi. Tu commences à créer et construire un argumentaire et proposer une solution, voire faire un POC. Et à partir de là tu vas et tu le mets sur la table et tu dis voilà j'ai ça quoi. Alors, et en du plus, coup, si venant de notre manager, je pense que c'est plus facile à dire qu'à faire. Parce que lui, il a effectivement du temps alloué dans son temps de travail à faire ça. Parce que, en fait, nous, on a une construction dans l'organisation où les managers, ils ont du temps pour construire des choses de long terme sur les process et l'organisation de l'entreprise. Si tu es un développeur qui a une idée ou quelqu'un de l'équipe produit, à mon avis, c'est vachement plus dur. Et c'est pour ça que tu vois pas la solution autre que j'ai une idée, je vais essayer de la partager avec quelqu'un en espérant que quelqu'un le fasse pour moi. non, mais c'est vrai que Mais bon. je pense que au-delà de, enfin, faire un POC, c'est probablement coûteux, surtout ouais, selon le poste tout est, mais effectivement, si en vrai, plutôt que de juste le partager comme ça en mode conversationnel, tu faisais un truc plus construit que ça et tu demandais des commentaires plus construits que juste ah ouais, ça a l'air cool. Ben à mon avis, ce serait plus productif et t'arriverais plus vite à soit la dismiss, soit on a envie de faire un POC et puis on va voir ce que ça donne. Et tu vas Faudrait au trouver des moins gens pour le venir, faire. peut-être avec un quota, genre au moins venir avec 100 lignes Ouais, un vrai de truc quoi, construction un vrai avant de argumentaire. dire ok, je peux présenter mon idée quoi. Et pareil, enfin, moi, un des trucs que je m'impose personnellement, mais que la plupart des gens font pas, enfin, je le sais parce que ça se voit, c'est lire le doc avant de commenter.
C'est-à-dire que tu vas pas commenter sur les 3 premières lignes, tu vas d'abord lire les 100 lignes, et après tu vas revenir à cette troisième ligne où tu avais tiqué, et puis tu vas en contexte savoir si la réaction que tu avais au début elle était justifiée ou pas, et peut-être commenter, mais enfin, t'es pas obligé quoi. Et du coup, le contexte peut faire changer. Enfin, moi, ça m'est arrivé plein de fois d'avoir des gens qui, tu vois, lisent les premières lignes du doc, te font des commentaires dessus, alors qu'en fait t'as déjà répondu à tout ça après. Et du coup, ça se voit encore plus parce que bah il y a déjà la réponse. Ouais, et du coup, Mais ouais, parce que c'est j'ai pas le compliqué. temps de faire, parce que j'ai pas le temps de faire tout ça, récemment, j'essaye d'implémenter une politique personnelle qui est au-delà de 4 heures de réunion planifiées dans ma journée, j'y vais pas, je refuse quoi. Hmm. Mais je Et pense, le enfin, reste du temps, j'en ai besoin parce que j'ai justement besoin d'écrire, de rapporter ce que j'ai appris et de le transformer dans nos outils de gestion et de tracking. Euh, j'ai besoin aussi de mettre, enfin de travailler des choses quoi. ouais, mais enfin, globalement, la réunionite, enfin, j'ai déjà dit, mais c'est pas un problème c'est pas un problème que du télétravail, et ouais, ça pose plein de soucis, et c'est difficile de trouver les solutions pour vraiment s'en sortir, quoi. Donc, il y a pas de, Honnêtement, à part des cérémonies, je pense qu'il devrait pas y avoir de réunion quoi. Si tu as ouais, quelque à chose de mon, récurrent et tu as besoin d'une synchronisation récurrente parce que donc tu fais tes cérémonies agiles entre équipes ou avec ou par équipe ou les deux, enfin je veux dire peu importe quoi. Mais en dehors de choses qui sont cérémonieux parce que c'est un travail de fond récurrent sur le long terme ou moyen terme. Si c'est une petite réunion comme ça, bah, ça veut dire qu'elle n'a pas besoin d'exister quoi. Tu écris un email, enfin, tu informes correctement les gens et tu crées un thread. Et si jamais on décide que bah, ça se transforme en quelque chose d'important qui va consacrer une grosse partie du ton temps de travail, dans ce cas-là, ça se transforme en cérémonie. Ça doit faire partie enfin, des cérémonies. Quoi. ouais, en fait, moi, je suis même pas, enfin, je pense qu'une idée que je trouve plutôt bonne, c'est de dire, il y a aussi un créneau qui est réservé où tu es censé discuter de trucs. Ça peut digresser un peu et servir à d'autres choses. Mais du coup, c'est toujours le même et ça évite que tout le monde spawn des trucs dans tous les sens. Ouais, Et c'est puis à la ça, c'est limite, une si personne cérémonie n'a qui a rien à été dire, bah, on se dit rien. réfléchie et mise en place. Tu sais que tu as ce temps qui est prévu. Quoi. Ouais. Mais par contre, je suis assez d'accord avec ce que tu disais aussi sur, enfin, pour moi, il y a quand même un intérêt à faire des petits calls Zoom, mais du coup plus informels et qui sont pas vraiment des réunions et où t'attends pas à ce qu'il y ait plein de gens inutiles à cette discussion. Mais il y a quand même plein de fois où tu as besoin de te rassurer sur est-ce qu'on s'est bien compris, est-ce que d'autant plus dans un contexte où tu parles anglais par exemple et c'est pas la langue maternelle de tout le monde et t'es pas sûr que tout le monde ait compris la même chose. Ça peut être cool de dire bah attends, là on est en train d'avoir une discussion qui est un peu longue et on sait pas si on se comprend, on fait un zoom, on en parle et il est censé être petit du coup et normalement à la fin tu vas pouvoir écrire bah du coup on a décidé ça dans le zoom après en avoir discuté, c'est tout quoi. Ouais, Et c'est une je trouve que c'est conversation quand même entre deux utile. personnes Ouais. consentantes, bien sûr. Euh... ouais, ok. C'est pas exactement la même chose que de réunir 5 ou Non, 6 ouais. personnes. Je pense qu'il faut que ce soit limité Euh, en nombre de personnes. Et un autre truc que tu disais aussi, c'était il y a un peu plus longtemps, mais j'avais envie de réagir dessus. Parce que c'est un des trucs qui me questionne beaucoup. Bah là, en ce moment, je cherche un nouveau job. Euh, il y a des problèmes Bravo que à tu as toi. cités. Il y a des problèmes que tu as cités du télétravail, qui sont pas en fait des problèmes de télétravail, mais qui sont un problème d'hybride. Et effectivement, le fait que moi, enfin, je vais même plus loin que toi, je pense, mais je pense que il y a même des boîtes où en fait, tu as plusieurs boîtes parce que tu as les gens qui sont en présentiel, qui eux se voient tous les jours, qui partagent beaucoup d'informations et qui savent, enfin, tu as même typiquement des trucs de politique et tout qui sont pas communiqués officiellement sur Slack. Et donc eux, ils sont en présentiel, ils le savent, et les gens en remote sont complètement coupés de ça. Et il faut que tu sois en contact avec les bonnes personnes si tu as envie d'être dans cette boucle-là, et en général, tu es pas. Et du coup, ça crée vraiment, effectivement, enfin, pour moi, il y a des clans. Hein. Pour moi, c'est vraiment, il y a des boîtes différentes et on vit pas tous dans la même boîte. Et je trouve que c'est un gros problème, notamment parce que tu as envie d'avoir une culture un peu commune dans ta boîte et que bah, tu la perds avec ça. Quoi. Et pour moi, ça, c'est un problème d'hybride parce que il faut, enfin, parce que effectivement, les gens qui vont dans les locaux, c'est ce que tu disais avant. T'as pas envie d'aller dans les locaux pour être en call toute la journée sur Zoom.
Et du coup, bah, tu parles avec les gens qui sont présents, quoi. C'est naturel. Ça peut être encore pire que ça, parce que tu peux avoir plusieurs locaux avec des groupes qui sont ensemble, qui se parlent entre eux, d'autres qui sont jamais dans aucun des locaux. Et nous, on a quelque chose qui est tentaculaire comme ça. Et je pense que c'est vraiment. Alors, j'ai pas le. Donc, je me suis souvent demandé à quel point il y avait de la discrimination ou c'était pas homogène. Et j'ai du mal à le mesurer, en fait. Mais souvent, je me dis, ah, là, il y a potentiellement cette personne-là qui est en train de râler ou qui est en train d'y parler de cette information, des choses comme ça. En fait, elle a été lésée, quoi. Parce que elle n'était pas dans la bonne chaîne, en Ouais, fait. elle a pas eu les infos en même temps que les autres, quoi. Mais je Et suis d'accord avec toi, on avait ça tu peux aussi. avoir des sous-cultures qui se créent, quoi, en fait. Hein, donc, et du coup, Ouais, je me nous on dis, avait aussi vachement ça parce que ouais, quand t'as des locaux séparés par des continents, bah il y a aussi ce truc entre les locaux, ce qui est aussi, enfin tu vois, du coup c'est même pas que un problème d'hybride, c'est aussi un problème de présentiel, quoi. Mais comment tu fais à partir du moment où ta boîte elle est assez grosse pour avoir des locaux dans plusieurs endroits pour que la culture elle soit partagée entre ces endroits et pour que parce que c'est pas, enfin je pense que la plupart du temps c'est pas mal intentionné, tu vois, il y a pas de gens qui cherchent à ce que ça se passe mal, mais à partir du moment où les gens partagent des informations entre eux localement et pas forcément les mêmes, bah, il y a des trucs que tu considères comme acquis parce que tu les as entendus et en fait bah d'autres gens vont considérer que soit c'est pas acquis, soit c'est un autre truc carrément qui est acquis et ça crée des vrais clashs alors que bah c'est juste parce que les informations n'ont pas été données de la même manière à tout le monde, voire pas données. Et du coup, les attentes sont euh, complètement différentes entre les gens, quoi. je pense que même, enfin, si c'était une grosse entreprise avec tout le monde en présentiel, ça reviendrait même. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, si tu as un trop gros groupe, peut-être que c'est plus facile à gérer pour un employeur s'il peut réunir les 1000 personnes sur le site tous les jours, par exemple. Mais après, ça friserait au micromanagement. Mais suffisamment, enfin, si tu as suffisamment de monde, tu peux juste pas l'empêcher, en fait, je pense. Ah ouais, en vrai, je pense que même si t'as qu'un seul endroit où tout le monde se réunit, je suis pas sûr que naturellement ça va pas lié à ce problème, quoi. Pour moi, la solution là, c'est vraiment d'avoir des petites équipes avec euh, des rôles très clairs en fait, quoi. Et Ouais, des ouais. interfaces, enfin, et avoir Et de des l'autonomie, du interfaces coup. le plus claires possible et beaucoup d'autonomie. Et pour moi, alors, pour ceux qui font du dev, les infrastructures microservices, je suis pas sûr que ça marche vraiment en termes de produits, mais en termes d'organisation, d'avoir enfin, vraiment d'aller vers des petits groupes avec des rôles bien précis, qui ont des façons de s'interfacer, en tout cas qui ont des documents qui s'interfacent entre groupes pour dire, au moment où il y a besoin de savoir qui fait quoi, on va dire d'avoir la vue globale, il faut qu'il y ait un document qui interface les gens, d'avoir voilà, des espèces de mini-contrats internes entre des gens, entre des petits groupes, des équipes, etc. Quoi. Et c'est là où c'est là où tu peux vraiment gérer ça. Et après, probablement arriver à faire des équipes, mais qui sont pas au même endroit. Donc si tu as plusieurs sites, tu peux créer des grilles, des équipes de rôle, enfin qui ont un rôle ou une mission, mais avec des gens qui sont eux-mêmes ailleurs. Et comme ça fait que cette équipe-là, elle va pas être complètement isolée, quoi. Elle a une mission, donc tout le monde a la même mission dans cette équipe, mais les gens, eux, ils ont une vie dans le travail en dehors de cette mission-là, ce qui fait qu'ils vont plus facilement partager ou avoir, en tout cas, des éviter qu'il y ait enfin, on va dire vraiment des oppositions qui se forment entre des équipes avec des missions différentes, parce que ils ont quand même des contacts humains. Peut-être que c'est vers Et, ça, moi, que je tendrais si jamais on me demandait mon avis. je sais pas si je suis entièrement d'accord avec ça parce que, enfin, typiquement, bon, déjà sur les microservices, moi je pense que ça peut plutôt bien marcher en termes de produits et je pense que c'est cool en termes de maintenance. Enfin, ça dépend de à quel point ils sont micro en fait. Mais globalement, la maintenance d'un monolithe, c'est compliqué, sauf si tes équipes, elles bougent pas beaucoup et que les anciens restent longtemps et que les équipes sont pas si grosses que ça non plus, quoi. Mais par contre, je sais pas si c'est une si bonne idée que ça d'avoir des responsabilités d'équipe par microservice, quoi. De dire, enfin, ces services-là, ils appartiennent à cette équipe-là et du coup, c'est elle qui les gère et c'est elle qui commit dedans. Je sais pas si c'est si efficace que ça. Moi, j'aime bien. Enfin, en tout cas, moi, en tant que dev,
la façon dont j'aime bien travailler, c'est dire il y a une feature, tu sais d'où elle part par l'utilisateur et tu sais jusqu'où elle va tout en bas, quoi. Et potentiellement, tu vas pas faire juste une partie de cette feature et tu vas pouvoir faire, tu vas pouvoir partir de tout en bas et puis remonter jusqu'à l'utilisateur. Et C'est je pas pense comme qu'il y a ça pas que je beaucoup de gens qui l'entendais. aiment être, tu vois, juste un truc de cette feature. Et au-delà de ça, c'est extrêmement compliqué, surtout, bah, tu deviens TPM, tu dois le savoir, quoi. Mais c'est extrêmement compliqué après de synchroniser les équipes pour que cette feature elle marche et puis pour que tu puisses la débugger avant que, enfin, tu vois, débugger fonctionnellement, quoi, avant que bah, elle soit complètement finie. Alors c'est pas comme ça que je l'entendais exactement, et c'est pas ça qu'on essaie nous de faire. Donc c'est pas genre un microservice, une équipe quoi. Et effectivement, au contraire quoi, la philosophie que nous on suit, qui c'est le safe, c'est de favoriser au maximum des équipes qui sont ce qu'on appelle nous streamlined. Ça veut dire elles maîtrisent une avenue de revenus quoi. Mmh. C'est-à-dire ils maîtrisent de bout en bout une des avenues qui rapporte de l'argent parce que des clients sont intéressés quoi. Et donc quand ils implémentent une feature, ils doivent la faire de bout en bout et ils sont aidés par des équipes qui ont des connaissances transverses sur des plateformes qui produisent ou des aides ponctuelles ou des choses comme ça. Mais ça, on pourra. Je pense que le prochain épisode, on pourra expliquer ça et en discuter. Euh, En revanche, enfin, le scope de l'équipe doit être clair, quoi. C'est-à-dire, si jamais c'est une Ouais. équipe qui fait des valeurs verticales, euh, cette valeur-là et l'interaction qu'elle a avec les autres équipes, ça doit être clair. Mais ça, je suis d'accord. Et effectivement, je pense qu'il faut pas qu'elle soit trop grosse. Et ce que je disais, enfin, du coup, tu l'as rajouté aussi, mais il faut qu'elle soit assez indépendante. Il faut pas qu'elle se sente complètement liée. Et c'est aussi pour ça que tu as avoir des scopes trop serrés, ça peut être compliqué parce qu'il faut se synchroniser avec d'autres équipes. Et à partir du moment où tu multiplies les synchronisations, bah, forcément, c'est plus compliqué et ça crée des tensions. Du coup, enfin, favoriser l'indépendance, je pense que globalement, c'est une bonne idée. Après, le problème de ça, parce que typiquement, ça ressemble à ce que Spotify faisait avec des squads pendant une période, quoi. Et le problème de ça, c'est comment tu fais pour les trucs qui ne collent pas dans enfin, dans un de ces boulevards, quoi, dans une de ces avenues. Et les trucs qui sont un peu à côté, qui fait la maintenance des trucs qui sont déjà finis aussi. Et comment tu fais aussi pour qu'il y ait une cohérence, parce que au-delà de features, il y a quand même des trucs, tu vois, horizontaux dans, bah, il y a des développeurs mobiles, il y a du back-end. Si tout le monde fait ses microservices vraiment de manière totalement indépendante, je suis pas sûr que, enfin, alors, L'interface, je me ouais, fais l'avocat je... du diable parce que, en vrai, je pense qu'à partir d'une certaine taille de boîte, et typiquement, la taille à laquelle tu commences à te poser ces questions, à mon avis, elle fait que t'es déjà assez gros pour te dire ça. À mon avis, tu peux te permettre d'avoir des trucs qui sont hétérogènes et de pas avoir la même stack partout et de pas avoir exactement les mêmes. Mais par contre, il faut quand même trouver une solution pour que bah, il y ait du partage dans les gens qui ont décidé d'utiliser la même stack. Il faut qu'ils puissent partager des outils qu'ils ont fait entre eux, quoi. Et ça, ça reste un truc un peu complexe, quoi. Ouais. Bon, on arrive au bout du temps imparti pour cette pause. Je vous remercie tous de nous avoir écoutés. Merci à Je pense tous. qu'on a beaucoup de sujets déjà pour les prochains épisodes. Merci à toi, Martin. Merci Merci à tout Guillaume. le monde. À bientôt. Ciao.